dire Europe, on dit Bruxelles. Comme si les 28 pays de l'Union et ses 513 millions d'habitants se réduisaient à ce petit confetti. Bruxelles a décidé cela, c'est à cause de Bruxelles que... Bruxelles n'est pas l'Europe, mais toute l'Europe est à Bruxelles, ici au quartier Schuman. Comme beaucoup de Bruxellois, j'évite soigneusement ces rues où règne en maître le European English, le costume cravate et la trottinette électrique. Quand donc, en 2017, on me propose de réaliser un documentaire sur le Brexit, j'ai un réflexe, dire non. D'autant qu'on me demande de suivre Michel Barnier, le Français qui négociera le divorce face au Royaume-Uni. A priori, Barnier et moi, ça ne va pas le faire. Le négociateur est un Européen convaincu, tandis que moi, pour être honnête, en 2016, j'aurais voté Leave comme 52% des Britanniques. Ne fût-ce que pour dire « Et là-haut ». Il serait peut-être temps de nous écouter. Le Berlaymont, siège de la Commission européenne, 5e étage. Le QG de la Task Force qui œuvre aux côtés du négociateur Michel Barnier. Le lieu est hautement protégé. No phones, no phones. Autour de Barnier, une équipe d'une 50aine de spécialistes de haut vol dont certains ont l'habitude des négociations délicates. Non, moi ça me va si ça colle au niveau du... Leur mission, négocier un retrait ordonné du Royaume-Uni. La tâche est colossale et le temps est court. Il quitte 750 accords internationaux que l'Union européenne a signés avec des partenaires ou des pays tiers. Tous les accords commerciaux avec les pays tiers, des accords de pêche, des accords sur l'aviation, des accords techniques, juridiques, scientifiques. Ce sont des conséquences considérables, qui n'ont pas d'ailleurs été bien mesurées ou comprises ou expliquées avant. Okay. Canary, Barnier a reçu sa mission des 27 chefs d'État représentés au Conseil par Donald Tusk. C'est à ce dernier que Theresa May a fait parvenir le 29 mars 2017 la notification officielle qui activera l'article 50. Autrement dit, la procédure de divorce. À dater de la remise de cette lettre, Barnier a 2 ans jour pour accomplir sa mission. Voici la lettre que m'a adressée Theresa May. La lettre dans laquelle elle m'informe de la décision prise par le gouvernement britannique. Cette lettre m'a été remise par l'ambassadeur britannique. À mes yeux, le plus important était de maintenir l'unité parmi les 27. Il était aussi de ma responsabilité de redire clairement que le référendum au Royaume-Uni n'est pas le début d'un processus qui déboucherait fatalement sur une sortie de l'Union européenne. Une des conséquences directes et évidentes du référendum, c'est que certaines réunions du Conseil européen compteront 27 et non plus 28 participants. Or, pour moi, à titre personnel, il est toujours très triste, à l'issue de la réunion à 28, de devoir dire à Madame la Première ministre May: Theresa, il est temps d'y aller. J'ai toujours pensé que cette Europe est plus forte si on est ensemble. Donc en 1972, j'avais 21 ans. J'étais donc depuis plusieurs années militant du Parti gaulliste. De Gaulle avait beaucoup de réserves, de réticences à accueillir le Royaume-Uni dans l'Union européenne. Le nouveau président français à ce moment-là, Georges Pompidou, a eu moins de réticences et il a provoqué un référendum sur le traité d'adhésion. Et j'ai fait campagne pour le oui, ce qui n'était pas forcément évident pour un jeune gaulliste, mais je ne l'ai jamais regretté. J'ai toujours pensé, je pense toujours, qu'il vaut mieux être ensemble, que chacun chez soi ou chacun pour soi. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'en 72. L'unité des 27 sera capitale dans cette négociation. Barnier a donc choisi d'associer le Parlement européen à ses démarches. Car au bout du compte, il faudra son accord pour entériner le traité de retrait. Le négociateur sera donc en contact permanent avec un groupe de travail destiné à suivre le Brexit. D'abord, un message de mes 6 députés britanniques
qui insiste pour que le négociateur que tu es tienne bon, autrement dit, fasse preuve de fermeté avec le gouvernement britannique. En effet. L'idée même de l'Union européenne, c'est ensemble on est plus fort. Et ça, c'est vrai qu'au sein des 27, cette conscience-là recule. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des logiques de chacun pour soi, des logiques de je peux mieux tirer mon épingle du jeu seul qu'en faisant partie de l'Union européenne. Et ça, en effet, c'est inquiétant. On voit les Européens se diviser sur beaucoup de sujets, sur le sujet de la zone euro, sur le sujet migration, sur le sujet de la transition énergétique, etc. On voit beaucoup de divisions au sein des 27. Alors, je ne pense pas qu'elles iront jusqu'à l'explosion de l'Union européenne, mais par contre, on se demande si ce sentiment d'appartenance commune est un ciment encore suffisamment fort au sein des 27. Au moment de ce divorce, l'Union est en crise. La mission de Barnier dépasse donc celle de simple négociateur. Il va lui falloir rassembler, éviter que le Brexit ne fasse tache d'huile et que l'Union ne se détricote. Voilà, rentrez. On ne peut pas dire après un référendum comme ça, tout est fantastique dans l'Union européenne. C'est un succès, l'Union. Il y en a qui continuent à dire ce genre de choses. Pour moi, c'est une faillite de l'Union. Quand un État aussi important la quitte, c'est qu'un truc ne va pas. Ce n'est naturellement pas la première sonnette d'alarme. Il y en a eu d'autres avant, au Danemark, en Hollande, en Irlande. Mais la réaction a toujours été jusqu'ici, bah, on va surpasser ça. Maintenant, après ce référendum du Brexit, on ne peut plus. Ils s'en vont. Le Brexit n'est pas le premier signal d'alarme pour l'Union européenne. Elle avait certes préservé la paix sur le continent, elle avait aboli les frontières et contribué à la mobilité de ses citoyens, elle s'était même dotée d'une monnaie unique destinée à asseoir l'économie. Mais la crise financière de 2008 venue des États-Unis plonge de nombreux pays dans l'austérité. Elle vient déstabiliser l'édifice européen, révélant ainsi que sa construction était loin d'être aboutie. La Grèce était le membre le plus fragile de la zone euro. C'est pourquoi quand l'Europe, et la zone euro en particulier, sont entrées dans une crise systémique, elle s'est effondrée la première. En 2011, la Grèce est au bord de la faillite et met en danger la monnaie unique. On songe un instant à la sortir de la zone euro. On parle même de Grexit. En 2015, Yanis Varoufakis est ministre des Finances. C'est lui qui doit négocier notamment avec Bruxelles le remboursement de la dette abyssale de son pays, dette qu'il espère bien pouvoir annuler partiellement. S'il y a une chose à comprendre à propos des négociations avec Bruxelles, c'est qu'il n'y a pas de négociation. Mon expérience durant ces 5 ou 6 mois, c'est que j'ai négocié pour avoir le droit de négocier, et je n'y suis jamais parvenu. Au bout du compte, le plan de sauvetage financier soutenu par l'Union européenne obligera le gouvernement grec à mettre en place un plan d'austérité. Is this a sad day for you? Sad day for Europe, but we will overcome it. Aucun autre pays n'a subi l'austérité que nous avons connue. Dans une famille sur 2, personne ne travaille. J'insiste parce que c'est une situation tragique. Dans une famille sur 2, personne ne travaille. Ils vivent sur des pensions qui diminuent d'un jour sur l'autre. Aujourd'hui, nous faisons face à une quadruple faillite. Faillite de l'État, faillite des banques, faillite personnelle et faillite d'entreprise. Tout le monde a des dettes et personne ne peut les rembourser. Et l'Europe prétend que tout s'arrange. Car que font-ils, ces gens? Ils empruntent encore pour se donner l'illusion que ça continue. À cette époque, personne n'évoquait un Brexit. Tout le monde parlait de Grexit. Et la grande question était, la Grèce va-t-elle rester dans l'euro ou pas? Un pays peut-il quitter la zone euro? Peut-il rester dans l'Union européenne s'il quitte la zone euro? Quel serait l'impact d'un tel départ sur les autres pays de la zone?
Bien sûr, la crise a été ressentie au Royaume-Uni, ce qui a provoqué une crise politique. Les Britanniques ont simplement dit « Nous ne voulons pas faire partie d'une Europe qui renfloue systématiquement les pays sous prétexte qu'ils souffrent de la crise économique. » La crise financière a donc alimenté le très historique euroscepticisme britannique. David Cameron, alors Premier ministre et chef du Parti conservateur, reproche à l'Europe de prendre ses décisions en fonction des intérêts de la zone euro. Il exige des réformes. Si sa demande n'est pas entendue, il organisera un référendum sur l'appartenance de son pays à l'Union. Ce référendum lui servirait d'autre part à résoudre les tensions internes du Parti conservateur, divisé depuis toujours sur la question européenne. Le Brexit est en fait le résultat du psychodrame qui agite un parti conservateur profondément divisé entre les plus nationalistes, qui pensent que l'Europe interfère avec notre souveraineté, et la branche plus traditionnelle du parti, qui estime qu'en tant qu'économie moderne et prospère, la Grande-Bretagne doit faire partie de la grande famille européenne. At some stage in the next few years, the EU will need to agree on treaty change to make the changes needed for the long-term future of the euro. And when we have negotiated that new settlement, we will give the British people a referendum with a very simple in or out choice. De plus en plus de voix s'est levée parmi les conservateurs, mais aussi en marge du parti, pour demander un référendum sur l'Union européenne et notre avenir dans l'Union. Et j'ai dit OK. Je pensais que c'était une bonne idée, parce qu'à mes yeux, ça permettrait de crever l'abcès. Si le référendum est un succès, l'affaire est réglée, on met la question au placard pour 30 ou 40 ans, merci beaucoup, on passe à autre chose. My Lords and members of the House of Commons, my government will hold a referendum on membership of the European Union. I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your councils. We have to make people understand that what this referendum is about is taking back control of our lives, our laws, and our borders. We can take back control of our immigration system. And if we vote leave on June the 23rd, we can take back control of £350 million a week. We should not be paying £55 million a day to a club whose accounts have not been signed off for nearly 20 years. If we vote to leave on the 23rd of June, we will be voting for higher prices. We will be voting for fewer jobs. C'est sans grande conviction que l'initiateur du référendum fait campagne pour le maintien. Cameron est persuadé que les Britanniques décideront de rester dans l'Union, mais la population, épuisée par sa politique d'austérité, va exprimer son rejet du système. S'il n'y a plus de travail, c'est à cause des étrangers. Et à qui la faute? À Bruxelles, bien sûr. Un des grands arguments brandis par les pro-Brexit a été l'immigration. Et ça de façon odieuse et assez scandaleuse. Vous avez peut-être vu cette photo de Farage debout devant une affiche montrant une file interminable de visages bruns. Il s'agissait principalement de réfugiés syriens fuyant la guerre, les viols, la terreur, qui essayaient de trouver asile quelque part. Absolument rien à voir avec l'Union européenne et la Grande-Bretagne. The total number of votes cast in favour of leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union. Cameron a parié, Cameron a perdu, exit Cameron. Tout le monde s'attendait à voir l'eurosceptique Boris Johnson prendre sa place, mais de façon tout à fait inattendue, c'est Theresa May qui sera Premier ministre.
Comme Cameron, elle a milité pour le maintien. Ses premiers discours prennent pourtant une toute autre direction. We're going to talk about global Britain, our ambitious vision for Britain after Brexit. We're going to talk about Britain, in which we are close friends, allies and trading partners with our European neighbours, but a Britain in which we pass our own laws and govern ourselves. It was the biggest vote for change this country has ever known. Brexit means Brexit, and we're going to make a success of it. Un référendum est fatalement binaire. Oui, non, dedans, dehors, rester, partir. C'était la question posée, et c'est celle à laquelle les gens ont répondu. La question qui vient juste après, bien sûr, c'est à quel genre de Brexit allons-nous avoir droit? Comment sera-t-il mis en place? Quand? Sous quelles conditions? Ce seront bien là les questions que se posent les députés britanniques alors qu'ils doivent confirmer la décision de quitter l'Union européenne. En février 2017, ils auditionnent donc l'un des meilleurs connaisseurs des arcanes de Bruxelles, le Britannique Jonathan Faull, ex-porte-parole de la Commission. Is it realistic to think that we can get an agreement in 1 year from the autumn of this year to October 2018? Well, it depends on the level of ambition in the negotiations. We've had the recent experience of the agreement with Canada, which has taken a very long time. Can you remind us how long the undertaking... the Canadian agreement took? I mean, it's still not yet fully in force, and it started at least 7 years ago. I don't have the exact dates to hand, but it's taken a very long time. Thinking about for whom the scenario of no deal is worse, would that be for themselves or for the United Kingdom? Well, I think it's my personal view is that it would be a bad outcome for everybody. In terms of the EU negotiators who will be negotiating on behalf of Brussels, how hard are they going to work? Extremely hard. Michel Barnier, as you know, former minister, former commissioner, has been put in charge of this. He has a dedicated team working on it, and they will work day and night. On y va. Le 19 juin 2017, soit un an après le référendum, Barnier accueille pour la première fois le négociateur britannique David Davis, un eurosceptique notoire. L'enjeu de l'affrontement est clair. D'un côté, les Britanniques veulent récupérer leur souveraineté et leurs frontières. D'un autre, Barnier et les Européens cherchent à défendre une construction qui a pris des années à s'élaborer. Ensemble, ils doivent s'accorder sur un traité de retrait pour ensuite, éventuellement, pouvoir envisager l'avenir. Le Royaume-Uni doit assumer les conséquences de ses choix. C'est lui qui veut sortir de l'Union, nous respectons ce choix, même si nous le regrettons. C'est lui qui décide, dans le même esprit, de sortir du marché unique parce qu'ils ne veulent plus respecter la liberté de circulation des personnes, ils ne veulent plus reconnaître le rôle de la Cour de justice, ils ne veulent plus accepter nos règles. Mais nous, on a notre responsabilité, qui est de préserver ce que nous sommes, c'est de préserver le marché unique, l'Union européenne, ses règles, ses valeurs, ses politiques. Et on va pas, rien de tout ça n'est négociable. Nous avons exigé de négocier d'abord sur les sujets du divorce, de mettre de l'ordre dans cette séparation, de remettre de la sécurité là où le Brexit crée de l'insécurité, avant de débuter des discussions sur la future relation. Les Britanniques ont très mal réagi à ça. Ils voulaient en fait créer une sorte de grand bargaining, discuter de l'avenir, obtenir des aménagements, des situations particulières, des morceaux du marché intérieur, en réglant leurs dettes du passé. Nous avons dit on règle d'abord les questions du passé. Les questions financières, la question des droits des citoyens, la question de l'Irlande. On ne va pas laisser des hypothèques peser sur la future relation. Première constatation. En divisant les négociations en deux phases distinctes, Barnier impose l'agenda. Deuxième constatation. Il apparaît très vite que les deux camps ne se sont pas préparés pour la négociation de la même façon.
So, Mr. Barnier, you said you want clarity from the UK government. Do you think it's a problem that thus far they've not revealed more about their position? And do you think it reveals anything about the UK's attitude to this whole process, that they've not sent you more paperwork up to this point? Plus tôt nous recevrons la clarification des positions britanniques sur tous les sujets où il ne s'est pas encore exprimé, mieux ça vaudra. Moi, je suis prêt. Notre équipe est prête. Simplement, si on veut négocier, comme vous venez de le dire, il faut que chacun exprime au départ, sur chaque point, sa ligne. Les négociateurs abordent le premier des 3 sujets du divorce, le sort des citoyens. Avec le retour d'une frontière en Europe, environ 5 millions d'entre eux deviendront subitement des ressortissants étrangers. On a engagé cette première séquence sur les sujets de la séparation, les sujets les plus importants. Et le plus important pour nous, pour remettre de la sécurité là où il n'y en a plus, c'est la question des citoyens. Il y a 3,5 millions de citoyens européens qui vivent et qui travaillent au Royaume-Uni et qui sont inquiets. De l'autre côté, il y a aussi 1,5 million au moins de citoyens britanniques qui vivent, travaillent, sont en retraite en Europe et qui sont inquiets pour leur situation, pour celle de leurs enfants, pour leur carte de résidence, pour leurs droits sociaux, pour le versement de leur retraite. Donc nous devons donner de la sécurité. Ça, c'est la priorité pour nous et les Britanniques dans cette négociation. Parmi les Européens présents en Grande-Bretagne, 1 million de Polonais. Le Royaume-Uni les avait accueillis à bras ouverts lors du grand élargissement au pays de l'Est en 2004. Nous sommes complètement trompés dans nos estimations. Nous pensions qu'il serait quelques dizaines de milliers et ils sont venus par centaines de milliers. Mais notre économie était vraiment solide. Notre économie avait besoin de ces gens. J'ai entamé ma carrière fin 2004. Pour l'entreprise, c'était l'occasion d'attirer la clientèle polonaise, avec tous ces Polonais qui arrivaient au Royaume-Uni, donc je me suis chargé de ça. L'Angleterre nous a accueillis, et c'est devenu chez nous ici. Après le référendum, les gens se sont autorisés à dire « Toi, je t'aime pas, tu viens de Pologne, pourquoi tu n'y retournes pas ?» La porte du centre social polonais a été vandalisée. Les agressions se sont multipliées contre les membres de la communauté polonaise et les gens d'Europe de l'Est. C'est ça l'ironie de l'histoire. Qui a été le plus grand partisan de l'élargissement de l'Union européenne ? La Grande-Bretagne. Et maintenant ils disent « Oui, mais on a 3 millions de personnes de l'Union européenne sur notre sol, ça ne va pas, ils vont piquer le travail de nos citoyens, profiter de la sécurité sociale, etc. » Ce qui est complètement faux. Les clients qui viennent dans mon restaurant, ils regardent la télé, ils lisent la presse, ils entendent parler de tout ce racisme qui s'exprime au Royaume-Uni. Et les gens commencent à s'inquiéter. Je ne sais pas, on verra bien. Mais les choses s'annoncent mal et beaucoup partent. Si le gouvernement m'envoie une lettre qui dit « Salut Damian, tu as 30 jours pour quitter le Royaume-Uni », je partirai dans les 24 heures. Pas parce que j'aime pas ce pays, mais parce que si la Grande-Bretagne ne m'aime pas, j'ai aucune raison d'y rester. Deuxième point du divorce, les questions d'argent. Pour les Britanniques, ce point est le plus touchy, puisque les partisans du Brexit, les Brexiters comme on dit, avaient en effet fait campagne sur le thème « L'Europe nous coûte trop cher ». Les Britanniques s'en vont, il faut solder les comptes. La presse londonienne présente la chose comme une punition, destinée notamment à décourager les autres pays candidats à la sortie. Le budget européen, il est construit tous les 7 ans. Et les politiques européennes sont débattues et décidées ensemble, à 28. Les Britanniques payent à peu près 15% de tout, et nous demandons que ces comptes-là soient soldés, puisque les engagements pris sont pris sur 7 ans. En fonction de ces engagements pris à 28, vous avez des milliers de projets partout en Europe, l'agriculture, les régions, les universités, Erasmus. Évidemment, si
il manque 15% à la fin, il y a 15% des programmes ou des projets qui sont interrompus. Et ça, c'est pas possible. Donc nous devons trouver un accord pour que les Britanniques payent leur part, ni plus ni moins. Il ne s'agit pas d'une exit bill, il ne s'agit pas d'une punition, il ne s'agit pas d'une revanche. Mr Davis, on the financial settlement, can you give us at least some clarity because people are confused? Does this mean categorically that Britain accepts that there will be a net flow of money to the European Union? What I will say is that we're a country that recognises its international responsibilities and rights, and that we will seek to exercise both in the future. I don't recognise the phrase net flow, but we will seek to exercise both in the future. Le troisième point du divorce a clairement été sous-estimé par les Britanniques. C'est le problème de la frontière irlandaise. Pendant les mois de négociations à venir, la bataille se jouera principalement sur ce front. Entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui fait partie du marché unique et de l'Union européenne et qui veut rester dans l'Union européenne et dans le marché unique, il n'y a plus de frontières et on ne peut pas reconstruire de frontières. Vous traversez en Irlande, du côté de la République d'Irlande, capitale Dublin, vous traversez le champ ou la route et vous êtes de l'autre côté, à quelques mètres, au Royaume-Uni. Très bien, tant que ces deux pays sont dans le même espace économique et politique qu'est l'Union européenne. Mais le jour où le Royaume-Uni décide de sortir, il y a une limite entre le Royaume-Uni, qui est devenu un pays tiers, et l'Union européenne. Cette limite ne peut pas devenir une frontière en Irlande, pour des raisons historiques, graves, qui tiennent aux conflits, souvent tragiques, qui ont eu lieu entre les différentes communautés, et en Irlande du Nord, entre catholiques et protestants. I'll show you the bog side, the border. Yes. You see the mast at the background? The tall mast? Yes. That is the border. Right round. So we are very, very close. This area here is the bog site. The incident of Bloody Sunday happened there. 13 of our people were shot dead by British soldiers. One man would die later. It was a very sad time in the city. Le souvenir des conflits est encore bien présent sur les murs des villes et dans la mémoire des Irlandais. Un rien suffirait à réveiller les fantômes du passé. The first shot hit a 16-year-old boy that was against the fence over here. His second shot hit a 17-year-old boy that was running alongside me. Both of us are now trying to make our way out this side. The 17-year-old was shot in the shoulder here, and the bullet went in there, and it came out there, and it went in here, and it exited at the side of his nose. He actually survived. And what happened was 3 guys ran out, and there was a low wall that came out here, and at the bottom of the wall there was a woman. And when I looked at what she was looking at, my friend Jim Ray was lying here, already shot through the back. And a soldier walked over, stood 6 or 7 feet behind him, and put another round in his back. And I stood here and watched that soldier murder my friend. Les accords de paix du Good Friday, signés en 1998, ont mis fin à des décennies de conflits. Le Peace Bridge, qui relie le quartier protestant et le quartier catholique de Derry, est le symbole de cette paix retrouvée. Yesterday I just arrived, and the sun shined, different from Brussels. And I enjoyed a walk on the Peace Bridge. I'm delighted also to meet today with businesses from all parts of the Northern Ireland to understand their opinions and also how to avoid a hard border between Ireland and Northern Ireland. Do you think the British government doesn't understand that the peace process might be at risk through the return of a hard border? We have proposed one solution.
which is operational. And the Prime Minister of UK, Mrs. May, has accepted to recognize that we have together to maintain the whole island economy, the peace process, and now we have to find together the operational and practical solution to deliver. Okay. Thank you very much. Le jour où le Royaume-Uni décide de quitter l'Union, de quitter le marché unique, de quitter l'Union douanière, il crée un problème. Parce que nous avons une obligation pour la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, le contrôle des produits, des normes, des règles d'origine. Nous avons une obligation de contrôler tout ce qui rentre et qui sort du marché unique. Et la limite du marché unique va passer au milieu de l'île. Le sud de l'Irlande est membre de l'Union européenne, ce qui est aussi notre cas pour l'instant. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation où il y aurait sur cette île deux relations différentes à l'Union. Il est hors de question d'avoir une partie de l'Irlande dans l'Union et une plus petite partie en dehors. Bien sûr, pour la République nord-irlandaise que je suis, la solution au problème du Brexit est la réunification de l'Irlande. La réunification de l'île, comme le rêvent depuis toujours les catholiques du Sinn Féin, est par ailleurs le pire cauchemar des protestants du parti nationaliste DUP. Nous faisons partie du Royaume-Uni qui, dans son ensemble, a voté la sortie de l'Union. L'Irlande du Nord devrait donc quitter l'Union européenne avec le reste du Royaume-Uni. En revanche, nous ne pouvons pas compromettre la place de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Il faut donc trouver des moyens, technologiques ou autres, pour régler ce problème de frontières terrestres. Pour éviter le rétablissement d'une frontière terrestre bien réelle, le DUP et le gouvernement britannique songent tout simplement à investir dans une frontière invisible, fondée sur la technologie. Mais l'Europe n'y croit pas. Oui, on va mettre une frontière, mais ce ne sera pas vraiment une frontière, car on va tout scanner avec des senseurs et des appareils modernes. Ça peut aider, mais ce n'est pas une solution. Il faut d'abord savoir s'il faut établir une frontière. On peut le faire de différentes façons. Mais selon moi, si on remet une frontière, le problème en Irlande et en Irlande du Nord recommence. Aucune solution technique n'est acceptable pour l'Europe. Et le peuple irlandais du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest n'acceptera jamais, jamais, plus jamais qu'une frontière invisible ou dure divise à nouveau l'île d'Irlande. Mais il y a une solution. Il y a une solution technique qui préserve l'accord du Good Friday. Et c'est une douane dans la mer. Une frontière en mer, entre l'Irlande du Nord et le restant du Royaume-Uni. C'est exactement ce que réclame aussi Leo Varadkar, le Premier ministre de la République d'Irlande. Barnier envisage donc cette hypothèse comme solution de secours si aucune autre n'émerge dans le futur. C'est ce qu'on appellera le backstop, traduction filet de sécurité. Nous avons des raisons d'être quand même préoccupés par le temps qui passe. Et c'est ce que j'ai dit hier, clairement, au 10 Downing Street, dans le point presse après ce déjeuner. Moi, je vous dis très clairement, nous sommes dans la perspective d'un retrait ordonné, donc d'un accord. On ne peut pas régler, accepter ce traité s'il ne comporte pas les solutions pour l'Irlande. Pour Barnier et les 27, l'Irlande est un enjeu majeur. Cela ne semble pas être le cas pour David Davis, qui n'y voit qu'un problème technique facile à résoudre. En cette fin d'été 2017, il se focalise plutôt sur la facture de sortie. Et puis il y a la question de la Cour de justice européenne. Elle interprète le droit de l'Union, le Royaume-Uni n'en veut plus. Souveraineté oblige. The Secretary of State for exiting the European Union, Secretary David Davis. Thank you, Mr. Speaker. I will now update the House on the 2 rounds of negotiations with the European Union, which took place in July and August.
And while at times these negotiations have been tough, it's clear that we've made concrete progress on many important issues. Les députés de Westminster ont des raisons de douter du grand optimisme de David Davis. En réalité, les négociations ont déjà pris du retard. Il y a quelque chose que vous avez dit les uns ou les autres que je ne comprends pas. C'est l'idée que les négociateurs européens que je suis ou l'Union européenne voudraient faire traîner les choses, voudraient vous retenir, que nous jouerions la montre. Mais, mesdames et messieurs, le référendum au Royaume-Uni a eu lieu le 23 juin 2016. Nous avons reçu la lettre de Theresa May notifiant cette volonté de retrait le 30 mars 2017. Nous avons, à raison des élections au Royaume-Uni, attendu fin juin 2017 pour commencer cette négociation. Nous ne jouons pas la montre. Vous avez pris le temps. Nous respectons ce temps, mais franchement, je ne peux pas accepter ce reproche et nous sommes même prêts. Et nous sommes prêts, je suis prêt à accélérer, à intensifier le rythme des négociations autant que nous le pourrons. « 4 décembre 2017. Après plus de 5 mois de travaux intensifs, un bruit court. On est proche d'un accord qui clôturerait enfin la phase 1, la phase du divorce. On serait tombé d'accord sur la question des citoyens, de la facture et de la Cour de justice. On aurait même résolu la question irlandaise. Les journalistes sont là en nombre pour assister au dénouement. Et donc Theresa May arrive avec l'idée qu'au fond le seul point vraiment à discuter, c'est cette question de la Cour de justice, où nous sommes, nous, demandeurs. Et puis, durant cette discussion, Theresa May reçoit un premier message que lui transmet par un bout de papier Roy Robbins, et puis un deuxième message, et on voit bien qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi. Et puis finalement, un troisième message qui l'informe que, en réalité, elle nous le dit, très franchement, assez interpellée et assez inquiète, qu'elle a un problème sur un autre sujet pour lequel nous avions trouvé un accord avec son équipe, qui est la question de l'Irlande. Les messages proviennent des responsables du DUP, le parti nationaliste nord-irlandais, désormais allié de Theresa May au gouvernement. Ils ont appris par la presse que leur Premier ministre s'apprêtait à signer un accord comprenant le fameux backstop de Barnier. Cette solution de secours évite une frontière en Irlande en la plaçant en mer entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Le DUP y voit la porte ouverte à une réunification des deux Irlandes, chose contre laquelle ils se battent depuis des années, inacceptable. Donc, elle nous dit à un moment donné, je ne peux pas continuer les discussions, sinon vous n'aurez plus d'interlocuteurs pour discuter, parce qu'il n'y aura plus de gouvernement. C'est aussi grave que cela. Si Theresa May tombe, les négociations prendront du retard. On évoque pour la première fois la possibilité d'un no deal, une absence d'accord, le cauchemar que tout le monde veut éviter. Despite our best efforts and the significant progress we and our teams have made over the past days on the three main withdrawal issues, it was not possible to reach a complete agreement today. But I have to say that she's a tough negotiator and not an easy one. Le soir du 4 décembre, Theresa May rentre à Londres négocier avec son partenaire le DUP. Sous leur pression, elle répond au backstop européen en ajoutant son propre backstop, son propre filet de sécurité. Nous avons apporté des améliorations à l'accord et nous avons ajouté l'article 50. Ça veut dire qu'il ne pourrait pas y avoir de nouvelles frontières au sein du marché interne britannique sans que l'Assemblée nord-irlandaise ne l'approuve. Le DUP est rassuré. L'Irlande du Nord aura bien le même statut que le reste du Royaume-Uni. Et voilà donc le problème de la frontière irlandaise résolu, du moins en apparence. Car à bien y regarder,
les solutions de secours des uns et des autres sont parfaitement incompatibles. On a mis la poussière sous le tapis. Le 15 décembre, le sommet entérine pourtant cet accord et clôt officiellement la phase 1 des négociations. Soprattutto ci sarà veramente la domanda che stamattina è stata posta al Presidente della Commissione. 27 the European Union minus the UK to come to their decision. Has the UK Freude werden, sondern wohl eher Erleichterung darüber, dass es jetzt endlich gelungen ist, diesen ersten Verhandlungsschritt abzuschließen und in die zweite Phase zu gehen. Alle sind sich Bilan de la phase 1. Barnier et Davis ont garanti les droits de leurs citoyens respectifs après le divorce. Les Britanniques ont accepté d'honorer leurs engagements financiers, mais reste l'Irlande. Les négociateurs ne sont toujours pas d'accord sur la façon concrète d'empêcher le rétablissement d'une frontière terrestre. Durant la phase 2, Barnier attend donc des Britanniques qu'ils optent pour une nouvelle relation avec l'Union européenne, une relation qui ne nécessite tout simplement pas de frontières. Sans accord sur l'Irlande, pas d'accord de retrait. Le retrait. Agreement to the withdrawal without a Prussian solution for Ireland. Oui. C'est donc avec 2 mois de retard que commence la phase 2 des négociations. On va enfin pouvoir parler de la relation future comme les Britanniques l'attendaient avec impatience. Les sujets à négocier sont innombrables. Il faut par exemple rebâtir des accords dans le secteur des transports. Pour que simplement les avions britanniques puissent atterrir en Europe et nos avions puissent atterrir à Heathrow, il faut un accord. Puisque jusqu'à présent, tout est géré en commun dans ce qu'on appelle le ciel unique. L'Union européenne, il quitte le ciel unique. Si on veut simplement que les avions atterrissent et décollent, il faut un accord bilatéral entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et eux, il faut qu'ils renégocient tous leurs accords bilatéraux qu'on avait signés en leur nom et à leur place. Puisqu'ils vont devenir autonomes, il faut qu'ils signent de nouveaux accords qui créent des postes de fonctionnaires pour ça, avec toutes les autres régions du monde. Lors de cette phase, il faudra aussi renégocier les accords de pêche. Ce sujet est particulièrement sensible car il touche à la notion d'eau territoriale. Il avait été au centre des revendications des Brexiters lors du référendum, notamment chez les pêcheurs irlandais. Ces 20 dernières années, 85% des cabillots de la Manche ont été pêchés par des bateaux français. C'est pourquoi les gens ont voté pour le Brexit. Ça fait 40 ans qu'ils nous expliquent que l'Europe est responsable de tous nos problèmes. Et le jour où nous devons faire un choix, ils nous disent de voter pour rester. Ça n'a aucun sens. En ce qui concerne la pêche, on a subi énormément de bureaucratie de la part de l'Europe. Il y a eu tellement de lois, souvent inutiles, parce que ce qui s'applique aux pêcheurs de la Méditerranée n'est pas forcément adapté à la situation en mer d'Irlande. Pour Theresa May, les négociations sur la pêche étaient son atout. A-t-elle été pour autant prévoyante et avisée? Je ne le pense pas. Michel Barnier semble être un meilleur négociateur. I'm today in Tømmerfjord, the west coast of Denmark, a very important fishing community. Fishing is a tough job. Objectivement, aujourd'hui, nos pêcheurs européens pêchent beaucoup plus dans les eaux britanniques que le contraire. En revanche, les produits transformés de la pêche britannique sont exportés pour 70% de leur volume et de leur valeur dans le marché unique. Donc nous allons avoir une discussion globale avec les Britanniques sur notre accès à leurs eaux et leur accès à notre marché. All my grandparents and my dad has always fished this species in the English water back to 1960. Sure. If we are excluded from the English area, this will be a ghost town. But we're hoping that we will maintain our access to English water. I can say there will be no change. I don't know the outcome. I will do my best. Parmi les sujets à évoquer, celui qui préoccupe le plus les négociateurs, c'est le futur de la relation commerciale. Brexit means Brexit, avait clamé Theresa May en arrivant au pouvoir. Nous allons larguer les amarres pour commercer librement avec le monde entier.
La position qu'ils ont actuellement est la meilleure que l'on puisse imaginer. Ils font partie du plus grand marché du monde. 500 millions de consommateurs avec un haut pouvoir d'achat. Donc, s'ils quittent ce marché, il y a inévitablement un manque à gagner. Nous, les Britanniques, nous commerçons davantage avec les Pays-Bas qu'avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Inde réunis. Nous commerçons plus avec l'Allemagne qu'avec l'ensemble des 54 ou 55 pays qui composent le Commonwealth. La plupart des pays a pour principaux partenaires commerciaux leurs voisins les plus proches. Environ 50% des marchandises et des services vont de Grande-Bretagne vers les 27 autres pays. Dans l'autre sens, seulement 8% proviennent des 27. Ils ont donc plus intérêt que nous à obtenir un accord. S'il n'y a pas d'accord, tout s'arrête. Plus rien ne peut quitter leur pays. Les avions restent au sol. C'est une situation totalement chaotique. Personne ne peut sérieusement prendre ce risque. La Grande-Bretagne est donc coincée par le temps. Il vaut mieux être ensemble que chacun chez soi. Vous voulez quitter? Eh bien, vous allez voir. Négocier une nouvelle relation commerciale et les innombrables accords particuliers, la tâche sera colossale. Is it still your view that you can complete negotiating a free trade agreement by March 2019? Les Britanniques arriveront-ils à formuler leur vision du futur avec l'Europe? What chance does she have of convincing 27 other European countries? Barnier lâchera-t-il sur l'Irlande, éternel caillou dans la chaussure de Theresa May? So we are at an impasse. Comment les négociateurs réussiront-ils à se mettre d'accord sur un traité de retrait avant la date fatidique? Le Royaume-Uni doit faire face aux conséquences de ses propres décisions. Non seulement l'équation semble difficile à résoudre, mais il ne reste plus que quelques mois pour y arriver. The clock is ticking. Ce qui est pour moi beaucoup plus important, c'est la future relation avec le Royaume-Uni.